Salut! Bienvenue à Dans ta cour depuis 50 ans, un balado du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Je suis Joanie, organisatrice communautaire au RAPSIM et une grande fan du format balado. C'est moi qui ai piloté ce projet-là en parallèle avec notre publication collective Chronique des itinérances montréalaises que tu peux te procurer sur notre site web au www.rapsim.org. Alors, pourquoi un autre balado? Au RAPSIM, on côtoie les travailleuses et travailleurs du communautaire en itinérance au quotidien. Puis chaque fois que je parle avec eux, avec elles, je suis fascinée par leurs histoires, leur fougue, leurs connaissances et leurs perspectives. C'était donc évident pour moi qu'il fallait saisir l'occasion de notre 50e anniversaire pour mettre de l'avant quelques-unes des voix importantes de notre réseau et partager ça avec vous. Pour chacun des épisodes de notre balado, on a demandé à une personnalité de rencontrer 4 organismes bien implantés dans nos quartiers pour explorer un des nombreux pans de l'itinérance. C'est donc à travers le regard de personnes qui côtoient les itinérances montréalaises jour après jour, soir après soir, que vous allez être emmenés à explorer le phénomène de l'itinérance et ses nombreuses complexités. Pour cet épisode enregistré en octobre 2024, on a invité Judith Lucier, journaliste, animatrice, autrice et chroniqueuse, à venir s'asseoir avec 4 femmes qui travaillent dans des ressources d'hébergement en itinérance non mixtes pour les femmes et les personnes non-binaires. Vous entendrez les perspectives de Sarah Isabelle Gomez-Garcia, qui travaille à la Maison Marguerite, Mélanie Hubert des Maisons de l'Ancre, Mélanie Walsh de l'Auberge Madeleine et Sally Richmond de Logis Femmes. Elles échangent sur les particularités de l'itinérance des femmes. Elles nous expliquent aussi pourquoi c'est important de tenir compte de ces particularités-là quand on parle d'itinérance. Et on se questionne aussi à savoir pourquoi on tarde encore à le faire. Dans l'épisode, il est aussi question des différents modèles d'hébergement en itinérance et de quoi ça peut avoir de l'air. Il faut savoir qu'à Montréal, il y a plusieurs modèles d'hébergement qui existent pour mieux répondre aux différentes réalités et besoins. Il y a certains de ces modèles-là qui sont à haut seuil d'acceptation, comme l'Auberge Madeleine, et d'autres qui accueillent des femmes avec des enfants, comme Logis Femmes. Il y a certains modèles qui permettent aux personnes de passer une seule nuit, d'autres quelques semaines, et même jusqu'à 2 ans, comme aux Maisons de l'Ancre. Évidemment, les réalités dans toutes ces ressources-là sont vraiment différentes, mais chacune d'entre elles est essentielle dans le portrait communautaire montréalais. On parle aussi des défis qui sont liés à la crise du logement et aux demandes d'aide qui dépassent largement les capacités d'accueil. Vous constaterez certainement que malgré leurs particularités, ces 4 ressources poursuivent chacune leur mission en partageant des valeurs comme offrir de la dignité, de la sécurité, de l'écoute et du temps aux femmes. Mais elles partagent aussi leur reconnaissance d'un besoin d'un large spectre d'actions pour agir en itinérance. Bonne écoute! Bonjour mesdames, je suis contente que vous soyez réunies aujourd'hui pour qu'on parle enfin des femmes en situation d'itinérance. Je regardais dans l'historique des ressources en hébergement, des ressources en itinérance, puis il y a un écart d'à peu près 1 siècle entre l'apparition des ressources pour hommes puis l'apparition des ressources pour femmes. J'ai ma petite idée sur qu'est-ce qui peut expliquer ce délai-là entre le moment où on s'est intéressé au sort des femmes et celui des hommes. Vous expliquez ça comment, Mélanie? Je pense qu'encore aujourd'hui, là, persiste une lecture très masculine de l'itinérance. Donc, je ne sais pas quelles sont tes hypothèses. J'ai hâte de t'entendre. C'est sûr que du côté des femmes, ce sont surtout les sœurs qui prenaient soin d'eux. Et donc, ce sont les communautés religieuses qui, bien souvent, étaient à l'origine des ressources d'hébergement pour femmes. Mais donc, la première ressource vraiment d'hébergement, là, c'est en 1980. Puis le premier refuge pour hommes à Montréal, c'est 1830. C'est un écart, oui. Est-ce que, Sally, tu as une explication? Je ne suis pas historienne, mais ce qu'on voit avec les femmes, c'est qu'elles font tout pour éviter une itinérance visible. Donc, encore aujourd'hui, ça fait partie des enjeux de l'itinérance féminin. Donc, je pense que si on pense aux lois sur la divorce aussi, beaucoup de changements dans la société en général, mais j'imagine qu'en tout temps, les femmes en situation d'itinérance étaient moins visibles que les hommes. C'était ma théorie aussi, là. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui une invisibilisation de l'itinérance au féminin, mais donc j'ose imaginer qu'il y a un siècle où les femmes avaient presque pas de droit
ça devait être encore pire. Comme Sally parlait, s'il n'y avait pas de divorce possible pour les femmes restaient dans des situations Oui. très difficiles à cette époque-là. On peut imaginer qu'est-ce qu'était un divorce pour une femme, là, à ce moment-là, même si ça n'avait pas lieu d'être, là. Oui, absolument. Fait que c'est évident que ça aussi, ça a fait que les femmes sont restées dans des situations de danger. Ben en fait, si je pense à l'historique de la Maison Marguerite, nous, on a vu le jour à cause de l'assassinat de Doris, une femme qui vit en situation d'itinérance. Puis je pense qu'il y avait vraiment un désir d'avoir un refuge 24/7 pour les femmes au centre-ville. Tu sais, ça, il y avait quand même une demande. Puis ces femmes-là étaient vraiment à la merci un petit peu des dangers de la rue. Donc, Vous, c'est dans ce contexte-là que on la l'a vu Maison le jour. Marguerite est née. J'aimerais ça qu'on fasse le tour, justement, du contexte dans lequel vos ressources ont été créées, Sally. Donc, le GIFAM a été créé. En fait, c'était un homme qui était membre du conseil d'administration de Mission Bon Accueil, qui voyait les femmes en situation de difficulté au quotidien dans les parcs et qui se disait qu'il n'y a pas suffisamment de ressources à Montréal pour aider ces femmes-là. Donc, il avait vraiment à cœur d'ouvrir quelque chose de plus pour les femmes. Donc, pour commencer, lui, c'était un homme dont la foi, c'était très central dans sa vie. Et donc, pour commencer, il a formé un groupe de prière dans son église. Et à un moment, avec le groupe, ils ont décidé d'aller plus vers l'action. Donc, la première idée, c'était de louer un appartement pour l'hiver, juste pour pouvoir offrir un hébergement pour un petit groupe de femmes. Mais il y a eu des fonds disponibles, des subventions en 1988, donc ils ont pu ouvrir une maison d'hébergement. Donc, c'est vraiment la vision d'un petit groupe d'une paroisse de la Rive-Sud. C'était beaucoup le cas des fondations de maisons d'hébergement. C'était le cas de la maison de l'Auberge Madeleine. Mélanie, c'est un groupe religieux aussi. En fait, c'est plusieurs groupes religieux. Ce sont des paroissiens issus de 8 communautés religieuses différentes qui ont décidé de s'unir et de faire de quoi. Puis, ce qu'on entend dire, c'est que c'est ça. Les sœurs voulaient offrir de l'hébergement aux femmes en difficulté. On disait, c'était le langage qu'on utilisait à Est-ce que l'époque. c'est parce qu'on avait de la Encore aujourd'hui. difficulté à nommer l'itinérance au féminin ou c'est parce qu'on incluait les femmes avec toutes sortes de difficultés? Les deux. On inclut les femmes avec des problématiques multiples ou diverses problématiques, mais c'est sûr que c'est difficile aussi, hein? Imagine, là, toi-même te dire en situation d'itinérance. Donc, un euphémisme un peu. Hein? Un peu. Les femmes en difficulté. Oui. Il y avait aussi tout un tabou au sujet de la séparation, des femmes qui n'étaient pas mères, des femmes qui n'étaient pas en famille. Donc, j'imagine qu'il y avait cette idée-là de protéger les femmes contre ce stigmate-là. Oui, je pense qu'il y a de quoi là dans le fait de s'invisibiliser, mais c'est aussi pour un enjeu de sécurité. Les femmes s'invisibilisent parce qu'elles veulent éviter d'attirer les regards, trop d'attention. Et donc, c'est ce qu'elles disent. Les femmes, hein, quand elles se retrouvent sur la rue, là, en situation d'itinérance visible, elles vont marcher, elles vont errer pour éviter d'être repérées. C'est aussi pour ça qu'on voit quand même passablement moins de femmes quêter dans des lieux publics ou aux mêmes endroits où elles peuvent être repérées. Donc, j'ai oublié ta question, mais... La question, c'était dans quel contexte l'Auberge Madeleine a été fondée, mais c'est ça, c'était des regroupements de paroissiens de différentes communautés religieuses. Puis, à la base, ça pouvait ressembler un peu à Logifemme. C'était un appartement aussi. À la base, on avait une petite maison sur la rue Saint-Hubert C'est avec ça. 6 places dans des chambres partagées. Aujourd'hui, on a une maison avec 26 chambres individuelles, donc ça a quand même évolué. 6 places, puis- on va pas loin avec ça en 2024. là, Non, c'est- puis aussi, je pense qu'il y avait à l'époque, tu sais, à Charité, comment on dit, à Charité? La charité chrétienne. À charité bien... Charité donnée, bien... Ah, OK. Charité bien ordonnée On- commence par soi-même. Merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on commençait en se disant que ça peut pas être trop confortable non plus, hein, Ah oui, ce OK. qu'on offre aux personnes en situation d'itinérance, parce qu'ils vont rester en situation d'itinérance. Tu sais, c'est un vieux Il y avait cette discours, idée-là. ça. Ben, moi, je suis arrivée il y a 6 ans dans le milieu de l'itinérance, c'est un discours que j'entendais encore. Tu sais, que si tu offres de belles chambres confortables aux femmes, pourquoi s'en irait-elle?
c'est un petit peu naïf. Là. C'est Je naïf, pense puis que c'est plus ça prend complexe quand que même... ça. C'est plus complexe que ça. Puis on parle vraiment, chez nous, ce sont des séjours de 6 à 8 semaines. Donc, on parle d'offrir un répit. Alors, pour nous, c'était important. On a déménagé il y a 10 ans pour offrir des chambres individuelles aux femmes parce qu'elles avaient besoin d'un espace où se poser. Donc, pour nous, c'était le minimum. Mais on est parti de tout petit, puis on a d'autres projets à venir, effectivement, dans le futur. C'est pas fini. Mélanie, la maison de l'encre, ça s'est créé dans quel contexte? Les maisons de l'encre, c'est une maison à plus ou moins long terme. Fait que je pense que ça, il y en avait peu dans Montréal. Il y en a encore très peu. Les femmes peuvent vivre jusqu'à 2 ans. OK. Ouais. Puis il y a aussi 2 autres maisons qui sont plus des studios communautaires, mais à C'est ça, soutien en communautaire. fait, j'aimerais ça qu'on parle des différents services, donc, puis des différentes spécialités que vous avez. Donc, les maisons de l'encre, c'est ça. Il y a des séjours qui vont jusqu'à 2 ans. Dans quelle sorte de lieu d'hébergement? Oui, c'est un milieu de vie, c'est très, très vivant. On a comme une salle commune, salon-cuisine, on a fait rénover pour avoir un espace, un grand espace pour qu'il se passe de la vie, là, puis des échanges dans ces lieux-là. Est-ce que vous faites les repas ou les femmes font leurs repas? C'est communautaire, c'est Donc, bien c'est communautaire. partagé. Donc, chaque journée a, pour une femme, elle fait le souper. Elle fait son souper une journée par semaine pour 12 à 13 personnes. Donc, elles apprennent à cuisiner ou elles nous montrent plein de choses aussi, hein, parce qu'on a des très bonnes personnes qui cuisinent. Très bonnes Donc, femmes. il y a une émulation entre les femmes. Il y en a qui sont plus... Ben oui, mais qui ont oui. plus d'expérience. Ben puis il y en oui. a qui C'est initient sûr les que autres. parce que c'est 18-70 ans à peu près. Fait que de tous âges, hein. Fait qu'il y a un beau partage des connaissances à ce niveau-là. Ce qui est très bien de mentionner aussi, c'est que on accepte les personnes trans et non-binaires. Est-ce que, quand on parle de seuil d'inclusion, là, est-ce que vous êtes Oui. une ressource à haut seuil d'inclusion? Oui, moi Est-ce que vous êtes toutes des ressources à haut seuil d'inclusion? Oui. La Maison Marguerite, oui. L'Auberge Madeleine? Bien, c'est ça vers quoi on tend. Tu sais, à haut seuil d'inclusion, dans le fond, c'est le moins de critères possibles à l'entrée. Donc, tu sais, est-ce que tu as besoin d'un lieu sécuritaire ou de poser? C'est ça la question. Ouais. Mais après ça, c'est aussi au sein de nos murs hein, que doit se maintenir le haut seuil d'inclusion. Puis ça, c'est délicat. Donc, à la Maison de l'encre, vous êtes une ressource, donc plutôt long terme. Les femmes peuvent rester jusqu'à 2 ans. Est-ce qu'elles utilisent ce temps-là qui leur est imparti? Oui, c'est ça. Elle reste pas nécessairement jusqu'à 2 ans. Tu sais, c'est plutôt rare, ça, pour toutes sortes de raisons. Mais C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous leur offrez assez de ressources pour qu'elles se... Mais moi, je me dis c'est difficile de quitter quand même, dans la réalité de la crise du logement actuellement, ces femmes-là qui quittent pour toutes sortes de raisons, ça ne sera pas la raison d'aller trouver un logement dans le milieu privé, ça ne se pourra jamais. Donc, c'est quoi leur possibilité? C'est soit ressources à plus long terme? Ben, il y a des... HLM? Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, c'est difficile, on ne se cache pas. Tout ça est très long à avoir. Ben, les coops, plutôt rares. Non? Ah ouais? Ben, parce que c'est un autre fonctionnement, la coopérative, là. Nous, le milieu de vie, on a 9 femmes qui vivent en colocation ensemble avec toutes sortes de traumas, toutes sortes de problématiques. Donc, nous, on est là pour la cohésion de chaque jour, que ça se passe bien, dans le respect. Fait qu'il y a beaucoup, à faire. Il y a aussi de l'éducation à faire au niveau de social, comment on se parle pour qu'on reçoive une bonne réponse. Puis, tu sais, il y a tout ça dans un milieu de vie. Puis, dans un milieu de vie comme nous, ils ont des tâches à faire. Ils ont un repas, une rencontre de suivi, une rencontre de groupe. Fait que c'est des engagements que, quand tu arrives d'un peu partout, c'est pas facile d'avoir des engagements quand tu n'as pas eu d'engagement presque envers toi-même dans ta vie. Puis là, tu vis en groupe. Fait qu'il y a des gens que c'est pas évident, la vie de groupe, et on les comprend. C'est une entreprise quasiment de réinsertion sociale. Oui, mais nous, on parle plus de réinsertion. Qu'est-ce que vous utilisez comme terme? Non.
on va dire reprise du pouvoir sur toi-même. Puis la reprise du pouvoir sur toi-même, ça peut être aussi banal que de me faire une hygiène de vie à tous les semaines. C'est d'avoir une activité de marche une fois par semaine. Alors, c'est toi qui choisis ton projet de vie, à toi, là. Il n'y a personne qui va te l'imposer. Réinsertion sociale, ça voulait dire, ça, c'était moi, j'appelle ça l'ancien régime, l'ancienne façon de penser. Il y a un côté plus infantilisant. Ça veut dire, dans la vie, soit que tu travailles ou soit que tu vas à l'école, mais fais quelque chose. Alors que tout le reste, c'est comme pas important ou pas valorisé. Puis c'est pas vrai parce qu'on est tous différents, puis c'est pas vrai qu'on est tous capables de se mettre au travail 40 heures semaine, là. Donc, les maisons de langue, tu disais, bon, vous êtes cette ressource de 9 places, puis il y a des studios. Oui, il y a 9 places. Il y a 9 places en bas, foyer de groupe. Il y a 2 places dans un appartement à côté de l'administration. Ça, c'est comme pour se pratiquer à vivre en appartement à 2. Ça, c'est bon. Fait que ça, c'est le foyer de groupe qui est dans Saint-Michel. Puis on a 2 autres bâtiments qui sont habitations de langue pour les femmes de 40 ans et plus, avec soutien communautaire. Ça veut dire qu'il y a une intervenante à peu près 35 heures semaine comme soutien. Fait que si ces femmes-là ont besoin de quoi que ce soit, ils peuvent aller Mais sinon, c'est des appartements c'est comme autonomes. des studios, oui. Studios 1,5, 2,5. Et les habitations de langue, c'est parce que ça répondait aux femmes de 40 ans et plus, qu'on voyait qu'il y avait peu de logements permanents pour ces femmes-là, là. Puis l'idée de leur offrir un soutien communautaire, c'est venu d'où? C'est venu d'où? Ben, c'est venu de la croyance que il y avait un besoin. C'est pas parce que tu as un logement ou une chambre que tout va bien aller. C'est que ça te prend un soutien dans la vie communautaire, tu sais. Ben voilà. Le Frappru en parle, le Rapsim aussi en parle comme... c'est ça, tu sors pas les gens de la rue juste en leur offrant une chambre et c'est tout. Parce que là, il y a beaucoup trop d'isolement, puis voilà. Fait que ça prend un soutien. Mélanie, j'aimerais que tu nous parles de l'Auberge Madeleine. Tu disais, 26 chambres seules. Oui. Et ça ressemble à quoi, les services que vous offrez, les Ben, délais? Ça passe donc par un hébergement, comme tu dis, on a 6 à 8 semaines. On a adapté à 8 semaines pour les demanderesses d'asile qui sont en augmentation chez nous. Et puis en 6 semaines, même en 8 semaines, elles n'ont pas le temps d'accomplir beaucoup de démarches. C'est très, 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 très long. Vous Donc, les accompagnez dans ces démarches-là? Oui, on les accompagne dans leurs démarches, sauf que c'est ça, les démarches sont tellement longues que... oui, on a une intervenante attitrée aux démarches administratives plus complexes, que ce soit l'aide sociale, l'immigration, des enjeux de judiciarisation. Elle fait aussi des accompagnements à l'externe, donc tu sais, des femmes qui veulent rencontrer un médecin, travailleuse sociale, veulent être accompagnées à la DPJ, par exemple, veulent un soutien lors d'une opération en milieu hospitalier. Donc, on fait ce genre d'accompagnement-là. Et puis, comme disait Mélanie, on offre aussi des services externes aux femmes en logement qui ont déjà fait un séjour chez nous. Et on se rend compte que le soutien en logement, mais c'est la clé de la stabilité résidentielle pour bien des femmes. Donc, chez nous, la moyenne d'âge, c'est à peu près 46 ans. Puis quand on parle des services externes, donc les femmes en logement, on peut ajouter 15-20 ans à la moyenne d'âge. Ce qu'on observe aussi chez nous, c'est le vieillissement de la population. Tu sais, on accueille des femmes de 18 ans et plus, moyenne d'âge 46 ans, mais les femmes de 60 ans et plus sont surreprésentées. L'année dernière, on a accueilli une femme d'au-delà de 85 ans. C'est assez choquant. Oui. Oui. Donc, les vulnérabilités sont accrues à cet âge-là, c'est sûr. Puis sinon, on accueille des femmes de tout horizon, de tout profil. Les femmes issues de l'immigration sont surreprésentées, les femmes racisées sont surreprésentées, les femmes trans sont surreprésentées. On accueille aussi des femmes avec des limitations. Donc, oui, c'est assez varié. Dans le fond, nous, on fonctionne sans plan d'intervention. On y va selon les besoins et désirs de la femme qui est en face de nous. C'est possible d'effectuer 3 séjours par année chez nous. Pourquoi 3? Bien, parce que, comme tu disais, crise de logement. Il y a un délai de carence? Il y a un délai de carence parce qu'on refuse 7 à 8 000 demandes par année. Il y a un délai de carence de combien de temps? C'est 2 mois.
2 mois. Ouais. Donc, ça arrive, des femmes qui font le tour des ressources, on Oui. les voit, elles peuvent... Vous connaissez probablement les mêmes utilisatrices de vos ressources, Certaines d'entre elles, oui. certaines d'entre Ouais. elles. Mais il y a quand même un haut taux de personnes qui vont qu'une seule fois Oui, bien sûr. dans La les- majorité. la majorité. Oui. Ou qui vont faire 1, 2, 3 séjours, là. Mais dans le fond, ce qu'on dit, tu sais, si tu arrives à stabiliser ta situation, plus tu arrives à la stabiliser rapidement, moins tu risques de t'enliser dans cette situation Dans cette d'itinérance. Spirale, Ouais, oui. une spirale, exactement. Sarah, la Maison Marguerite, vous avez dû vous adapter cette année. Vous avez eu un incendie qui a affecté beaucoup vos services, votre bâtiment. À la base, quels sont les services que vous offrez? C'est quoi votre approche? En fait, on est une maison d'hébergement à haut seuil d'inclusion. Donc, on n'a pas vraiment de conditions d'admissibilité. La seule chose qu'on demande, c'est que la femme elle ait 18 ans et plus. On a vraiment un continuum de services qui va de l'hébergement d'urgence aux appartements permanents. L'hébergement d'urgence, c'est un maximum de 6 semaines pour 18 femmes à la fois. Après, on a comme les studios, que c'est moyen terme, long terme, c'est un 4 ans maximum. Puis après, c'est les appartements, c'est à vie, c'est des 3,5 dans Mercier. Puis dans tout ça, on a comme un service de suivi post-hébergement. Puis c'est un suivi qui permet aux femmes de maintenir leur stabilité résidentielle. Nous non plus, on parle pas trop de réinsertion sociale parce que c'est ça, c'est soit tu rentres dans le moule de travail-études ou non. Puis, ben, on n'adhère pas à cette vision-là de réinsertion. Donc, on va plus parler de stabilité résidentielle. Fait qu'on on les accompagne à long terme, vraiment, dans ce processus-là. Puis, même si elles sont plus hébergées dans un de nos services, puis que elles sont ailleurs dans la vie, on va quand même les suivre. Fait que c'est ça, c'est comme le suivi post-hébergement. Le suivi post-hébergement est très important. C'est un peu le contraire de l'approche Housing First. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je dis n'importe quoi? Bien, c'est-à-dire que c'est le contraire en ce sens que nous, ce qu'on te dit, c'est l'itinérance, c'est pas juste une affaire de logement. Il faut c'est ça. soutenir les personnes. Donc, ça dépend de quel point de J'ai vue l'impression- tu le prends. Housing First, c'est donne-y un logement, puis après ça, on verra. C'est ça. Je pense qu'on peut se rejoindre dans le pointillé, mais effectivement, ce ne sont pas les mêmes approches. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde est d'accord que ça prend des logements. Ça en c'est prend sûr. plus, mais ça prend aussi toutes sortes de logements. Mhm. Tu sais, tantôt, on parlait de HLM, de coopératives d'habitation, de logements de transition, de logements permanents. Ça prend aussi des ressources d'urgence ou court terme comme les nôtres. Il ne faut pas cracher sur ces ressources-là. Elles sont absolument essentielles. Absolument. Oui. Donc, c'est ça, le fameux continuum d'hébergement. Mhm. Sally, ça s'inscrit où dans tout ça, le GIFAM? Le GIFAM, donc nous, à l'origine, c'était une maison d'hébergement avec un mix de dortoirs et chambres seules. Et la vision du fondateur, c'était que les femmes puissent y rester toujours plusieurs mois parce qu'il y avait toujours cette idée que ça prend du temps pour se reprendre après une crise et donc pour pouvoir quitter avec plus de stabilité. En 2012-2013, nous avons éliminé les dortoirs, donc un peu, comme vous avez dit tantôt, l'importance de l'intimité. Donc, pour que chaque femme dans cette ressource-là ait sa propre chambre. Quelque chose qui est particulier par rapport à la GIFAM, c'est l'inclusion des enfants aussi. Donc, assez vite, l'organisme a vu arriver des femmes avec enfants. Donc, pour commencer, les enfants étaient dans la chambre à côté du maman. Et avec le temps, on a rénové un peu pour créer des chambres plus grandes qui peuvent accommoder aussi un ou plusieurs enfants. On a commencé un programme d'appartements de transition aussi dans les années 90. Donc, ça c'était pour les femmes. Nous, par contre, on utilise le terme réinsertion sociale, mais dans un terme large, qui avait un projet de vie, qui voulait avoir un logement subventionné pendant plusieurs années pour, à la fin, être mieux, avoir avancé dans un sens. Mais donc, on a un programme pour les femmes seules, un programme pour les femmes avec enfants. En 2021, on a ouvert une deuxième maison d'hébergement exclusivement pour les femmes avec enfants parce qu'on voyait le nombre de femmes avec enfants augmenter. Et on a toujours vu, dans la maison d'hébergement, c'est particulier habiter dans un milieu de vie. Donc,
Parfois, pour les mamans, c'était difficile d'être avec les personnes qui n'avaient pas d'enfants ou pour les personnes sans enfants. La présence des enfants, c'était pas évident. C'est Donc, pas la même réalité. oui, donc on a voulu avoir une maison qui était exclusivement pour les mamans. Et là, dans les prochaines semaines, on ouvre un projet de logement permanent. Donc, c'est pour vraiment pouvoir offrir un continuum de services. Et on offre aussi des services post-hébergement. Donc, nous, ça commence avec l'aide au déménagement. Donc, coordonner les déménagements, aider la femme à trouver des meubles. Et après, c'est un suivi à intensité variable. Donc, c'est pas comme une rencontre à une fréquence précise. C'est vraiment quand la femme elle a plus besoin de son intervenante post-hébergement qu'on peut être là pour éviter un retour à l'itinérance. Puis, est-ce que tu disais qu'au départ, les femmes pouvaient rester plusieurs mois. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, donc dans les maisons d'hébergement, c'est jusqu'à 1 an. OK. Après, les appartements de transition, c'est 3 ans. Et les logements permanents, c'est jusqu'au temps que la femme souhaite rester. Donc, j'imagine que ça change un peu la dynamique quand on est un hébergement d'urgence versus des ressources à plus long terme. À tous les soirs, les intervenantes reçoivent des appels pour savoir est-ce qu'il y a de la place. Aux 15 minutes, en fait, on refuse. Mais nous, on en a, là. OK. Il On y a des en a gens le qui soir. appellent « Avez-vous de la place? » Tout le temps, tous les jours. Et le soir aussi. Une chose qu'on n'a pas dit, là, qui est tellement évidente pour nous, c'est que les femmes avec qui on travaille souhaitent habiter dans des milieux non mixtes. Mm-hmm. C'est tellement évident pour nous, là, mais Oui, tu sais, puis quand on parle de ressources adaptées, Ouais. déjà en partant, Uh-huh. on parle de ressources non mixtes dédiées exclusivement aux femmes. J'imagine plusieurs raisons à ça, mais j'ai l'impression que dans toutes les situations de crise qu'on a vécues récemment, que ce soit, les crises du logement, la pandémie, quand les autorités gouvernementales mettent des choses en place rapidement, c'est toujours des affaires mixtes. Puis on est comme, pourquoi? ça peut pas répondre aux besoins des femmes, les ressources mixtes. Bien, c'est ce que les femmes qu'on accueille nous disent. Tu sais, tantôt, on parlait de se sentir intimidée dans un milieu mixte. On peut parler de la violence, des agressions à caractère sexuel, de la consommation. Tu sais, il y a différents enjeux. Mais effectivement, les femmes qu'on héberge ont vécu beaucoup de violence, souvent bien tôt dans l'enfance, et elles sont craintives. Tout simplement. Donc, elles ne souhaitent pas, à nouveau, elles ne souhaitent pas être identifiées. Elles ne veulent pas être ciblées. Notamment par des hommes. Donc, elles vont être hésitantes à aller dans une ressource mixte. C'est clair. Un autre sujet qu'on n'aborde pas, c'est que vous n'êtes pas, à moins que je me trompe, des ressources spécifiques pour les femmes en situation de violence conjugale. Mais j'imagine que bien les femmes que vous accueillez ont vécu cette réalité-là, Sarah. Oui. Puis c'est ce qui est drôle, en fait, quand on ne considère pas comme des ressources spécifiquement WC. Je dis drôle. Violence conjugale. Oui, c'est ça, violence conjugale. Je dis drôle parce que on va quand même accueillir les femmes qui viennent de vivre de la violence conjugale, mais vu qu'on n'est pas un organisme BC exclusivement, on va avoir de la difficulté à référer ces femmes-là dans un programme BC par la suite. Fait que ça, c'est un problème parce que ce qui arrive, c'est que c'est comme si cette femme-là elle tombe dans une espèce de faille. Puis elle appartient pas à la catégorie. C'est ça, elle appartient pas à la catégorie, puis elle peut pas avoir des suivis spécifiques VC parce qu'elle s'est retrouvée dans une maison d'urgence. Puis elle est comme considérée comme personne en situation d'itinérance, pas VC. Puis les femmes VC, quand des organismes nous appellent pour recevoir une femme en VC, puis qu'on a de la place, on va l'accueillir quand même, mais c'est pas comme la même direction. En quoi l'approche diffère? C'est que violence conjugale, c'est très intervention, plan d'intervention, j'imagine prévention de retour vers le conjoint, tout ça. Puis nous, on accueille tout le monde. On est au seuil d'inclusion. Fait que... Ben moi, je dirais qu'il y a une différence aussi probablement dans le fait que en violence conjugale, les maisons, c'est hyper confidentiel, là. C'est impossible pour la personne qui est violente, l'agresseur, de traverser cette porte-là. Mais nous, on est quand même perméable, là. Mais nos maisons, que vos adresses, comme à l'Auberge Madeleine, l'adresse est quand même difficile à trouver. Elle est difficile, mais on peut les trouver. Alors, quelqu'un qui veut trouver une femme va la trouver dans nos maisons,
mais pas en violence conjugale. Là. Ça va être beaucoup plus fermé. Nous, on a déjà eu une femme, ben c'est arrivé quelques fois, où on prend les caractéristiques du monsieur là, pour être sûr, puis pour être sûr que ça se passe bien pour cette femme-là. Sally, est-ce que c'est une réalité encore plus présente chez les femmes qui arrivent avec leurs enfants? Oui, donc en fait, nous, en général, c'est à peu près un quart de nos femmes par année pour qui la violence conjugale, c'était le premier facteur pourquoi elles sont en maison d'hébergement. Mais chez les mères avec enfants, c'est plus haut, mais aussi le nombre de femmes qui sont toujours en train de repartir leur vie après avoir vécu de la violence comme avant. Donc, souvent, on a des femmes qui ne sont plus éligibles pour les maisons d'hébergement violence conjugale parce qu'elles ne sont pas actuellement dans une situation de violence, mais cette situation de violence a fait en sorte que leur vie n'a pas pu vraiment se rétablir. Donc, elles vivent toujours les conséquences de la violence sans être comme la victime typique. D'ailleurs, Mélanie, il y a des statistiques sur la violence vécue par les femmes en hébergement. Une grande majorité là, a vécu de la violence. Oui. Comme dit Sally, des fois, ça remonte à il y a un petit moment. C'est aussi la manière dont on parle de violence. Hein? Tantôt, on parlait de se reconnaître en situation d'itinérance. Est-ce que tu as été violenté? Est-ce que tu as fait l'objet de violence? Des fois, la réponse est non, puis on se met à poser d'autres questions de manière plus habile. Il y avait la coercition, il y avait... Oui. Je pense aussi qu'une de nos particularités, c'est qu'on accueille des femmes violentées, mais avec d'autres problématiques. Donc, des enjeux de santé mentale importants, des fois des dépendances, aussi des femmes qui ne veulent pas nécessairement quitter un conjoint abusif, donc qui sont dans l'aller-retour. Donc, chez nous, c'est quand même important, là, c'est au moins 65% des femmes qui disent avoir vécu un épisode de violence. Mais tu sais, il faut poser les questions. C'est aussi au moins 10% des femmes qui vont dévoiler avoir vécu une agression sexuelle pendant l'enfance, souvent de l'inceste. Et ça, c'est pas nécessairement parce qu'on pose la question up front. Ça fait partie du dévoilement pendant une rencontre. Souvent, c'est un dévoilement même informel, mais on se rend compte, tu sais, j'ai dit la moyenne d'âge, c'est 46 ans chez nous, des femmes d'une 60aine d'années qui nous parlent de l'inceste, vécu il y a une 50aine d'années. Elles ont reçu très peu de soutien, souvent n'ont même pas été crues au moment du dévoilement. Donc, ça fait partie de leur histoire. Elles ont besoin d'en parler. Elles ont besoin qu'on les entende et qu'on les croie. Si on pense à la violence, on va penser à la violence l'un envers l'autre. Mais nous, on voit aussi, puis vous aussi, j'imagine, mais on voit les violences vécues par les femmes de façon systémique. Donc, le système reproduit des comportements qui sont violents à l'égard de la personne. Peux-tu nous donner des exemples? Oui, moi, je dirais la violence du système de l'aide sociale. C'est très, très, très méprisant, l'aide sociale, c'est très violent. On ne croit jamais les personnes, on part du fait qu'ils vont nous mentir, donc on leur demande toutes sortes de papiers on les croit pas, on pense qu'elles sont aptes au travail, on pense... Qu'est-ce qu'on remet en question? Ben, c'est des gros préjugés qu'on a envers les personnes, les assistés sociaux, puis en fait, c'est pour... tu sais, c'est pas pour le fun, hein, c'est pour 750 par mois, c'est pas, je veux dire, que tu fournis tout ça, puis tu sais, on déshumanise la personne, on la rend inconfortable aussi, là. Aussi les violences en psychiatrie ou obstétricales, j'ai bien dit. Obstétricales, c'était proche. Puis, ça fait partie du fait que nous, on est là pour supporter ces femmes-là et on est là pour défendre leurs droits. L'autre personne n'est pas crue à cause de son apparence ou à cause de... Fait que nous, on porte quelque chose, on porte la défense des droits. Elles partent avec une prise, là. Dans le système, dans les services. On le voit beaucoup. Puis, il y a, comme à l'aide sociale, il y a une petite mesure de 100 $ et plus par mois si la femme a vécu de la violence. Nous, on a un petit peu détourné ça en écrivant une lettre, en disant, nous, on part sur le fait que toute femme qui est ici a vécu de la violence. Qu'importe quelle violence, on écrit à l'aide sociale pour leur dire, oui,
madame a vécu de la violence, fait qu'elle a 100 de plus sur son chèque à renouveler aux 3 mois. Est-ce que vous êtes d'accord, Sally, avec l'approche de considérer comme les violences que les femmes vivent comme celles du système, par exemple? Oui, c'est sûr. On a des femmes qui nous parlent de violences en psychiatrie, des hospitalisations forcées, oui, c'est sûr que la vie est oppressive pour beaucoup de femmes avec qui on travaille. Et on voit la violence interpersonnelle, mais effectivement aussi on voit la violence des structures. Juste au niveau du profilage, là, tu sais, au SPVM, les femmes autochtones sont 11 fois plus profilées que n'importe qui d'autre. Hey, imagine, 11 fois plus. Ce sont les personnes les plus profilées à Montréal par le SPVM, les femmes autochtones. Puis votre rapport, justement, parlant de la police, votre rapport avec les corps policiers, ça ressemble à quoi? Parce que c'est délicat. Souvent, vous avez des femmes... Parfois, vous avez besoin du corps policier. Parfois, les policiers vous amènent des femmes vers vos ressources. Parfois, les policiers interviennent dans vos ressources. Puis, vous travaillez avec des femmes qui ont souvent de très mauvaises expériences avec la police. Comment ça se passe? Généralement, on va éviter que la police se retrouve à l'intérieur parce que c'est un milieu de vie. Bref, pour pas retraumatiser les femmes non plus. Puis on essaie de voir le policier à l'extérieur si jamais il se pointe chez nous. Mais c'est sûr que dans le cas où on ait besoin des policiers à l'intérieur, on a quand même une belle collaboration avec les policiers. Puis c'est ça, on n'a jamais vraiment eu de mauvaises expériences là. Voilà. Mélanie? C'est sûr que si on appelle les policiers, qu'on a besoin d'eux, on va briefer au téléphone et ensuite on va les briefer à l'extérieur de la maison pour pas qu'ils arrivent dans la maison comme un chien dans un jeu de quilles. J'imagine que vous les appelez en dernier recours. Dernier recours, c'est sûr. Des fois, c'est les femmes qui les appellent eux-mêmes, mais quand même, je dois dire qu'on remarque un changement d'attitude là, avec la nouvelle génération de policiers et policières. Ça fait du bien. On en entend beaucoup parler, là, que les policiers n'ont pas de formation en santé mentale. C'est la majorité des situations pour lesquelles ils sont interpellés. Donc, on voit que la jeune génération de policiers arrive avec une attitude différente et on le souligne chaque fois. Chaque fois que ça se passe bien, bien, chaque fois que ça se passe bien. La carotte et le bâton, vous leur donnez leur... Non, mais il faut le dire quand ça se passe bien, tu sais, c'est du renforcement positif. On veut que ça continue de se passer bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de différences entre les approches des ressources hommes versus les ressources femmes. Les ressources hommes, c'est beaucoup plus, j'ai l'impression, une approche dortoir. Il y a moins de ressources avec des chambres individuelles. Mais au-delà de ça, comment les approches se distinguent majoritairement entre les ressources pour hommes et les ressources pour femmes? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a constaté entre nous, c'est que les ressources femmes ont émergé avec une vision 24/7. Plus que les visions, les refuges de nuit. Je pense que le milieu de vie est très important dans les ressources femmes. Souvent, les ressources ont un nombre de places qui permet une communauté à l'intérieur de la ressource peut-être plus facilement que certains ressources hommes qui sont beaucoup plus grands avec un plus grand nombre de personnes. Donc, je pense que donc, souvent, j'ai eu des critiques des services hommes pour dire que les ressources femmes sont un peu moins efficaces au niveau de le coût par lit. Mais en fait, c'est ça qui permet aux femmes d'avoir un parcours de guérison, de rétablissement. C'est le fait que les ressources soient un peu plus petits, que les services soient 24/7. Donc, je pense que ces choses-là me marque. Vous avez tout entendu ça, le reproche selon lequel c'est plus cher une place pour les femmes que pour les hommes? Bien, quand on entend souvent parler de, tu sais, chiffrer l'itinérance, là, ça coûte moins cher en logement qu'en hébergement, ça coûte moins cher c'est encore une fois, on parlait de marchandisation du logement, c'est la même affaire, on parle de droits humains. On peut pas être dans une logique financière Je crois quand pas. on parle d'itinérance. Je crois pas, non.
Si je peux me permettre, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que les ressources pour femmes sont dans le non quantifiable. On est beaucoup dans la création de liens, dans la dignité des femmes, donc l'accueil. Puis ça passe par des petits gestes comme avoir 18 femmes au refuge d'urgence qui se barrent. Ça change tout. Puis c'est une des raisons pourquoi les femmes qui sont en situation d'itinérance veulent revenir aussi parce que elles se sentent en sécurité. Puis c'est vraiment ces détails-là qui vont créer ce sentiment de sécurité-là. En plus de la présence des intervenantes, puis c'est aussi une approche qui est axée sur l'humain, donc le non-jugement, on prend cette personne-là où elle est en ce moment avec ses façons d'être particulières, puis on va toujours prioriser une attitude qui va pas vers l'escalade. Puis ça c'est ça permet de maintenir le milieu de vie, mais ça permet aussi de permettre aux femmes d'être comme elles veulent. Fait que c'est ça, tu sais, on quantifie beaucoup l'itinérance, puis nous, on est dans ce qui se quantifie pas, puis qui peut pas l'être. Le dénombrement échoue à chaque année, là, pas à chaque année, mais aux 4 ans, à dénombrer la réelle itinérance et dont l'itinérance des femmes. Moi, c'est un exemple qui m'est venu en tête quand tu parlais de violence institutionnelle, le dénombrement. Tu sais, je veux dire, le dernier dénombrement, les autorités ont eu le culot de dire non, mais c'est un dénombrement de l'itinérance visible. OK, c'est le dénombrement de l'itinérance au moins, c'est honnête. qui n'est pas féminine. Oui. Bien, c'est honnête, mais je veux dire, il faut l'expliquer après. Tu sais, dans nos ressources, on les a, les données statistiques. À chaque fois qu'il y a un exercice ministériel de dénombrement, je dis au service régional en itinérance de la ville, ici, à Montréal, mais pourquoi vous n'utilisez pas nos données statistiques? On en a des données qui pourraient vous intéresser. Et là, donc, tu parlais de nouvelles initiatives qui sont mises sur pied, souvent dans le rush, là, tu sais, dans la précipitation. Quand il y a des crises, ouais. Une église mixte, des mesures hivernales, d'urgence mixte, etc. On le sait ce que les femmes veulent et on le sait ce qui manque. Tu sais, les trous de service, on les a bien identifiés. Ça intéresse peu les autorités. Je reviens au dénombrement. Tu sais, comment ça se fait qu'on pense que les femmes sont sous-représentées en itinérance quand elles vivent d'autant plus de pauvreté que les hommes? Oui, ça Plus serait pas de logique. violence et ont plus de responsabilités et obligations familiales, que ce soit les enfants ou les parents, que les hommes. Juste ça. Est-ce que c'est un peu une vision patriarcale qui nous amène à croire que bien que les femmes, on les a les statistiques, les femmes font moins d'argent que les hommes, mais on se dit, oui, mais ça se peut pas une femme dans la rue, la société prend soin d'elle. J'ai aussi entendu ça dans des ressources pour hommes. Oui. Ah oui? Puis, tu sais, de manière plus générale, là, tu sais, je pense que les ressources pour hommes en itinérance, en hébergement itinérance, ont davantage d'écoute au niveau du ministère. Ils sont Bon, davantage écoutés par les oui, autorités. bien déjà, ils sont capables de rencontrer le ministre. Là. Je ne sais pas, vous, si vous avez déjà rencontré le ministre Carman. Ben, ils sont plus, c'est des ressources qui, j'ai l'impression, sont plus grosses, plus visibles, qui ont plus de moyens financiers. C'est ça, tu disais, une vision patriarcale? Ben, Hein? non, mais je veux pas mettre mon petit agenda personnel. C'est vous les spécialistes du sujet. Il reste que on entend beaucoup parler de, bon, l'accueil Bonneau, du refuge des jeunes. On les connaît, les noms, mais ressources féminines, on les connaît moins. C'est moins... puis le financement est moins important également. Donc, peut-être que... Ben, comment on explique ça, en fait? Bien, je pense que, comme tu as dit, les ressources pour hommes se sont déployées avant les ressources pour femmes. Là, tu as l'enjeu du plus grand nombre qui vient orienter. Puis ensuite, ben, on a des outils qui sont déjà biaisés, comme le dénombrement, qui viennent dire au gouvernement où est-ce que l'argent doit aller de manière prioritaire. Puis selon une vision qui a été imposée par les ressources hommes depuis plusieurs années. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont plus entendus que les ressources pour femmes. Ça fait partie de notre défi, d'être entendus, comme les femmes qui viennent chez nous, qui veulent être entendues et crues. On a le même défi. L'oppression se reproduit Oui, tout à fait. au sein Mais des je ressources. trouve, Mélanie, ce que tu dis, c'est intéressant parce que si, dans le dénombrement, on n'est pas dénombré, ben, on va avoir moins de subventions, moins de besoins pour les femmes aussi. C'est sûr. Tu sais, je pensais à ça. Mais moi, je pensais aussi, par contre, le chaînon et de ces grosses institutions comme le Refuge des jeunes, comme OBM, tout ça. Le chaînon, c'est pour femmes. Il y a
quand les gens pensent à l'itinérance au féminin, on associe Chaînon et le magasin Chaînon et notre La rue des femmes, un notre peu. bon Deschamps qui a été... Mais c'est souvent ça, hein, si tu regardes, ce sont 2 ressources qui ont eu des porte-paroles, Oui. qui Oui, étaient qui a des été personnalités porte-parole. publiques très connues. incroyable, Ça donne mais un bon coup de refuse pouce. des jeunes. Il y a eu Dan Bigra, puis là, ça va être Louis-Jean Cormier. Mhm. On a réfléchi, mais on n'a jamais mis sur pied comme avoir quelqu'un, un porte-parole. Ouais. On l'a pas fait encore. Je sais pas. Comment vous expliquez ça? Mais il y a beaucoup trop de travail pour mettre... on n'a pas assez d'effectifs pour mettre une personne sur le code du porte-parole parce que c'est pas rien de demander un Non. porte-parole, là. Non, c'est un investissement. Oui. Tu sais, c'est pas juste « Ah, on va avoir un porte-parole. » Tu ris, Mélanie? Mais je pense Sarah, que tu voulais, Non, c'est parce tu que voulais je voulais dire compléter, quelque ouais. chose. Oui, en fait, c'est que c'est... je crois qu'il y a aussi la question de la petite échelle. On est des organismes qui travaillent de façon, oui, régionale, mais on est quand même bien implantés dans nos communautés respectives. Donc, peut-être que c'est moins attirant. Je pense que ça vient aussi avec notre historique. Tu sais, on s'est développé dans la discrétion et l'anonymat pour protéger les femmes. Puis on a mis le focus sur les femmes à l'intérieur de nos ressources. Et là, ben, on est obligé de commencer à sortir un peu plus de nos ressources. Puis je pense que ça fait partie de l'exercice aujourd'hui, c'est de prendre la parole, non pas tant pour parler de nos ressources, mais de parler des réalités des femmes dont on entend encore trop peu parler. Absolument. Pourquoi c'est particulièrement important de créer des liens, de développer des liens de confiance avec les femmes dans vos ressources? Moi, je te dirais que le lien, c'est la base de l'intervention. Donc, tu n'auras rien sans lien, puis la personne n'aura rien non plus. Alors, c'est l'occasion de pouvoir s'ouvrir pour la personne. C'est l'occasion d'échanger. Moi, je trouve ça super intéressant aussi. Moi, j'ai fait de l'intervention pendant quelques années aux maisons de langue, puis là, je suis plus à la coordination. Mais je me ramasse en bas parce que c'est là qu'on mange, puis c'est là qu'on cuisine, puis qu'on a du plaisir, tu sais. Puis j'ai des interactions que j'ai créé des liens avec ces femmes-là, là. C'est clair, là. Il y en a, des fois, j'arrive, puis « Ah, j'ai fait de la soupe, je sais que toi, t'aimes la soupe, tout ça. » Tu sais, il y a plein de petites insights comme ça, mais ces liens-là, c'est le début de la guérison, puis de quelque chose pour les femmes, là. Sarah, pourquoi c'est particulièrement important dans les interventions avec les femmes? En fait, je pense à beaucoup de choses, mais la première, c'est les traumatismes qu'elles ont vécus. Puis en fait, vu que c'est des personnes qui ont vécu beaucoup de violence, veut pas, les relations à autrui, c'est effrité. Puis cette relation-là effritée, c'est comme si il faut travailler plus fort pour la rebâtir. Donc, nous, on va beaucoup prioriser le lien avec les femmes pour favoriser leur stabilité résidentielle plus tard. Mais c'est vraiment, on travaille à petite échelle. C'est dans les repas qu'on va servir, c'est dans les écoutes qu'on va leur offrir, c'est dans les petites démarches. Pas un agenda, là. Non. Pas, Non, exact. Mais je pense que l'itinérance, le facteur marquant, c'est l'isolement. Les femmes, elles arrivent dans une maison d'hébergement, souvent sans réseau. Elles ont été beaucoup déçues par des relations dans leur vie. Et donc, le lien, c'est nécessaire pour qu'elles aient confiance dans la ressource pour doucement mettre en place des choses qui vont les aider à avoir une meilleure avenir, que ce soit des références vers des services de santé, que ce soit de s'inscrire pour un OSBL de logement. C'est le lien qui est au cœur de l'intervention qui va aider la femme à avoir un meilleur filet de sécurité pour son avenir à elle. Et nous aussi, on voit ça dans les services post-hébergement, que grâce au lien de confiance avec l'organisme, la femme, elle va appeler l'organisme quand elle vit une crise, elle va pas juste s'isoler, elle va appeler et on peut parfois l'aider à mettre en place des choses qui vont l'aider à garder son logement, l'aider à garder sa stabilité résidentielle. Donc, je pense que le lien, comme Mélanie a dit, c'est au cœur de l'intervention. Sans lien, il n'y a pas de service. Sans le ça lien, fait partie du service. oui, sans le lien, c'est juste le lit, le souper et c'est tout. Mais avec le lien, on peut vraiment aider quelqu'un à se s'en guérir, sortir. à s'en sortir, voilà.
J'aimerais qu'on parle de où on en est par rapport à la reconnaissance de la particularité de l'itinérance au féminin. Je sais qu'on en a un peu parlé, mais est-ce qu'il y a une amélioration dans notre réflexion collective par rapport à ça? Est-ce que vous voyez du progrès où on est encore dans l'invisibilisation des particularités des femmes? Je sais que tu bouilles d'en parler, Mélanie, parce que c'est un peu ton cheval de bataille. Bien, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, là. Puis on peut faire mieux, ça, c'est sûr. L'exception, c'est que je me disais, pendant la pandémie, quand même, tu sais, le cœur de la pandémie, là, on avait de l'empathie pour les personnes qui se retrouvaient Il y a sans du toit. financement aussi. Il y a eu du financement qui est arrivé sans beaucoup- qu'on ait à le il y a eu demander. plus d'argent, oui. Ouais. Là, on est dans le revers ou le backlash, là, qui est le pas dans ma cour. On parle d'enjeux de cohabitation sociale, mais c'est pas vraiment de ça dont on parle. Je trouve que les médias sont très sensationnalistes dans leur couverture de ce que c'est que l'itinérance. En fait, on a remis en question la présence de ressources pour les personnes en difficulté, notamment les personnes consommatrices de drogues injectables, près des écoles, près des enfants. Est-ce que c'est un enjeu qui touche aussi les ressources femmes? Oui. Mais c'est ça, moi, ça me fait penser. Je me dis que c'est comme si, à l'époque, on disait un bon pauvre, un mauvais pauvre. Là, on pourrait dire une bonne personne en situation d'itinérance, puis une qu'on veut pas, une pas bonne. Bien, les pas bonnes, c'est évidemment les consommateurs de drogue. C'est pas des bons citoyens. C'est pas des... C'est- Ouais. On utilise des guillemets, là. C'est-à-dire, on cite... On les- sait les- que dans la société, alors évidemment qu'on est beaucoup plus sensible à une personne qui est tombée dans l'itinérance de façon plus graduelle ou une femme, mais ça dépend de la femme aussi, là. C'est pas si genré que ça, là, Ouais. je pense, là. Mhm. Oui, puis parmi les personnes qui utilisent des drogues, il y a des femmes. Bien, tu as la Il y a des santé femmes mentale qui- aussi, dans le fond, c'est de déranger l'écosystème. C'est de ça dont on parle. Mais en même temps, on parle tellement de santé mentale, on devrait s'ouvrir les yeux que la santé mentale peut mener à l'itinérance, puis c'est Puis après ça, malheureusement... on se surprend qu'il y ait des gens qui dérangent. On se surprend qu'il y ait autant de personnes en situation d'itinérance dans la rue, mais si on regarde en psychiatrie, moi, je suis d'avis qu'on ne les soigne pas adéquatement. La psychiatrie, c'est pas... On n'est pas dans l'approche préventive, là. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'actions qui est mis en psychiatrie, puis il n'y a pas beaucoup de recherche non plus. On dit toujours c'est le parent pauvre, ça aussi. De la médecine, c'est la psychiatrie. Bref, la psychiatrie, lorsque ces gens-là ont fini leur temps en psychiatrie, c'est souvent un 21 jours ou un 30 jours, ben même s'ils n'ont pas de filet de sécurité, ils vont se retrouver sur la rue Sainte-Catherine, au square. Eux, ils n'en ont pas, là, des services post-hébergement Non, en psychiatrie. c'est pas... un psychiatre, il n'est pas obligé de laisser sortir une personne qui a une adresse. Il sait très bien que cette personne-là est dans la rue, donc on le remet dans la rue. Puis après ça, ben, ça s'en va dans la judiciarisation, là. Fait que c'est des gros problèmes, ça. Mais là, on est un petit peu loin de Non, mais ça fait juste partie des défis que vous vivez. Bon, j'entends cette idée qu'effectivement, le discours a changé là, par rapport à l'itinérance. On entend beaucoup, beaucoup de pas dans ma cour. Est-ce que vous avez observé ça dans vos communautés? Oui, mais suite à l'incendie qu'il y a eu cette année, on s'est relocalisé dans un autre bâtiment. Puis il y a eu des enjeux les citoyens s'inquiétaient de ce qui allait arriver. Puis c'est... En fait, moi, comment j'analyse ça, c'est qu'on dirait que la façon qu'on parle de l'itinérance dans les médias, ben ça a des répercussions sur nos ressources parce qu'ils amalgament. Donc, ils voient des choses qui se passent dans des centres de jour ou des centres d'injection. Donc, c'est comme si ils vont tout de suite assumer que itinérance égale consommation égale problème. Il y a vraiment une stigmatisation par rapport à ça. Puis, ça a été difficile, l'accueil au début, oui. Vous l'avez vécu. Oui, puis on nous a traités de crack house, mettons, alors que ouais. c'est pas du tout ça. Donc, bref.
Hey, c'est quand même grave. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un changement au niveau du discours. Sally, est-ce que tu as observé ce changement-là? Je l'observe comme dans le réseau. À Logifemme, on a quand même une présence dans notre quartier depuis longtemps avec très peu de problèmes avec les voisins. Mais c'est sûr qu'on voit les préjugés. Donc, comme avec notre nouveau projet de logement qui est pour les femmes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance. Donc, certaines personnes à risque d'itinérance, peut-être qu'elles sont logées, mais il y a risque de perte de logement. Et même avec les femmes qui demandent d'être dans ce programme de logement, on a eu des femmes qui sont désistées parce qu'elles ont peur du profit des autres locataires, même sans les connaître. Donc, je pense que c'est là où on voit qu'il y a une image de... Le discours médiatique peut même entraîner la j'imagine stigmatisation, que c'est même des... ça vient un peu de là qu'elles savent que le projet, c'est pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque, et donc ça donne une association de quelques idées que... Donc, je pense que c'est là où on le voit, mais c'est pas quelque chose qu'on vit vraiment quotidiennement parce qu'on n'a pas eu beaucoup de mouvements dans nos quartiers. Donc, Sinon, c'est quoi les plus gros défis que vous vivez en ce moment dans vos ressources? Mélanie Walsh? La crise du logement. Oui. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, je dis tout le temps, là, quand la classe politique commence à se soucier de comment est-ce que nos enfants vont être logés, là, on a un filon pour que peut-être qu'il se passe de quoi. Oui, parce que la crise touche la classe moyenne. Exactement. Maintenant, la crise touche tout le monde. Donc, ça fait longtemps qu'elle touche les populations les plus vulnérables. Tu sais, d'être pauvre, c'est quelque chose. Tu parlais de coopérative d'habitation tantôt, tu sais. Juste de devoir te présenter chez quelqu'un, de devoir subir une entrevue ou un interrogatoire, là, à vrai, tu connais toutes les déclinaisons, là, tu sais, soit un dépôt, souvent, la personne n'arrive même pas à se présenter ou à obtenir un rendez-vous, tu sais. Donc, chez nous, l'année dernière, on a hébergé 350 femmes. Il y en a 7 qui ont trouvé quelque chose après, même une chambre, là. Donc, ça, c'était pas la réalité il y a 5 ans, par exemple. Non, c'est à peu près le double, minimalement. Donc oui, les statistiques ont changé. Tu sais, on a des ateliers de recherche de logement. Chez nous, on a dû être très créatifs, là, adaptés à des personnes plus vieilles, adaptés à des familles nombreuses, adaptés à, tu sais, toutes sortes de réalités. Et les femmes y croient tellement peu. Tu sais, c'est trop confrontant là, de venir participer à un atelier de recherche de logement quand il n'y en a pas de logement accessible. C'est épouvantable. C'est pas juste en termes de prix, là, c'est vraiment en termes de tu sais, elles y croient plus? Ça, c'est j'imagine grave. que vos intervenantes non plus, ils y croient plus. On est à court d'options, je veux dire. On est à court d'options. C'est là où on fait des alliances avec des groupes qui revendiquent davantage de logements et qu'on est rendu à cette étape. Tu sais, on regarde les ressources en hébergement commencent de plus en plus à développer du logement parce que qui d'autre va le faire? Qui d'autre va le faire? Si tu attends un HLM, tu vas l'attendre une couple d'années, ton HLM, là. Si tu coches les bons critères, si tu n'as pas déménagé de la ville de Montréal entre-temps, si. Comment vous faites? Bon, on se cachera pas, les salaires dans le milieu communautaire ne sont pas excessivement élevés. Je suis certaine que même pour vos intervenantes, pour vos employés, s'il y en avait une qui perdait un logement, ça serait difficile pour elle de s'en retrouver un. Comment vous pouvez aider les plus vulnérables des femmes en leur disant, mais justement, on va t'aider à chercher un logement, mais crime, on ne peut pas faire de miracle. Mais c'est ça, c'est que tu n'en trouveras pas. C'est ça, je me demande, vos ateliers, ils sont faits... Ben, donc, il y a on a carrément 7% qui baissé ont les trouvé bras. Il y en a pas. C'est impossible. Mais ce que tu dis, Judith, c'est plein de bon sens. Tout le monde qui travaille, mettons, aux Maisons de l'Ancre, là, l'administration aussi, toute personne qui est locataire, si tu perds ton logement, ben en fait, tu dis, ben c'est la moitié de mon salaire qui va partir juste pour mon loyer qui est pas à moi. Alors, ça touche tout le monde. Donc, Fait qu'on- on comment, est tous- comment on imagine aider les femmes les plus vulnérables dans ce contexte-là? Ben c'est ça semble impossible, hein? Parce que c'est vrai quand je dis que ça va pas dans le marché privé, impossible. Puis
Puis les femmes, ils partent avant 2 ans. Mais il y en a qui partent dans nos ressources à nous, mais c'est pas des masses non plus. On n'a pas toujours des places. Il y en a qui vont avoir un conjointe, qui vont partir à 2. Ça peut arriver aussi. Puis, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire dans où va-t-on, tu sais. Puis il y en a que c'est pas des belles sorties des maisons de langue non Fait plus. que ça vous là. tord le cœur. Ben oui. Vous les voyez partir, puis vous vous dites, je sais Mais pas. c'est ça, mais il y en a qui partent aussi parce qu'elles vont pas bien. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est que peut-être qu'elles vont se ramasser en psychiatrie, puis après, ils vont se ramasser dans les ressources ici, en disant « Ah, moi, je suis déjà allée aux maisons de l'encre. » Tu sais, je perds ma place parce que je ne vais pas bien, fait que t'es repêché quelque part, puis là, tu fais les portes tournantes. C'est ça qu'on appelle les portes tournantes de l'itinérance. C'est de faire passer de toutes la les maison petites ressources. Marguerite, l'auberge Madeleine, les maisons de l'encre, le Puis Gifab. après, ben, tu arrives aux maisons de langue, c'est une autre affaire parce que tu payes. Il y a un coût aux maisons de langue. C'est 400 $ par mois, ça comprend la nourriture. Mais il y a des femmes que je me souviens aussi que ça fonctionnait pas, qui étaient pas bien, etc. Puis cette femme-là, on savait qu'elle avait jamais été dans l'itinérance, mais c'est là qu'elle se dirigeait vers toutes les ressources de Vers les temporaires, portes hein. tournantes. Mm. Sarah, comment on aide les femmes à se retrouver un logement quand il n'y en a pas de logement? Avec une très grande volonté, je dirais. Je pense que quand on va vers le milieu du communautaire, on y va par conviction. Puis je pense qu'il faut, dans les moments comme ça, on se rattache à cette conviction-là parce que, oui, c'est vraiment difficile dans le contexte actuel. Mais il faut quand même le faire parce que sinon, je veux dire, qui va porter nos revendications, qui va porter la voix des femmes? Sally? Ben, nous, dans les options, c'est sûr qu'il y a des organismes qui développent du logement. Donc, parfois, on a de la chance d'aider quelqu'un sur une liste pour des nouveaux projets de logement. Il y a le programme de PSL privé où il y a un PSL qui accompagne, donc une subvention au loyer de la femme qui accompagne la femme dans un logement privé. Donc, on trouve que c'est pas le programme idéal, mais au moins, ça permet à certaines personnes d'accéder à un logement. Pourquoi c'est pas le programme idéal? Parce qu'en fait, ça renforce le privé à la place d'investir dans le public. Donc, c'est sûr qu'il y a des locataires qui sont vraiment excellents et qui sont qui travaillent fort et qui veulent supporter ce programme-là, mais il y a des locataires aussi qui sont, oui, un peu, ou qui acceptent le loyer, mais qui font pas leur obligation de locataire. Donc, nous, l'année dernière, on a pu aider 54% de nos femmes à accéder à un logement. Donc, c'est quelque chose, mais ça prend beaucoup de travail. Mais on a aussi des femmes qui ont quitté Montréal. Parfois, les femmes, elles ont des liens à l'extérieur de la ville et donc, elles peuvent quitter. Mais c'est vrai que la crise de logement, c'est quand même assez déprimant parce que moi, je suis à Logifem depuis 2011. Et en 2011, on pouvait aider les femmes à trouver un studio en 3,5. Et maintenant, ça prend beaucoup plus de recherche, d'imagination, de travail pour aider quelqu'un à trouver quelque chose. Ça doit miner le moral des troupes. Ça doit, je veux dire, on cherche toute la motivation dans notre travail. Si on est devant un cul-de-sac comme ça doit avoir un impact sur vos employés. Oui, mais on est habitué de composer avec le sentiment d'impuissance quand même, parce que c'est à différents niveaux. Puis on a dit qu'on respectait les femmes dans leurs besoins, leurs spécificités, leurs particularités. Donc effectivement, il y a des fois où on voit des femmes quitter la ressource et on se dit « Qu'est-ce qui va lui arriver? » L'état dans lequel elle est. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on... Les 7 000, 8 000 refus par année, je veux dire, la période des fêtes. Tu sais, il y en a plusieurs moments dans l'année où on a un sentiment d'impuissance élevé. Il faut s'en parler, puis ça prend des bonnes supervisions cliniques. Oui, des ressources pour vos intervenantes. Oui, exactement. Est-ce qu'il y en a suffisamment?
bien, il faut mettre les moyens. Tu sais, tantôt, tu parlais des salaires dans le milieu communautaire. Moi, je ne tolère pas des salaires dérisoires dans notre maison d'hébergement. Ça veut dire qu'il faut que je lève plus de fonds. Tu sais, c'est ça, c'est le fou la poule, là. Oui. Ouais. On ne veut pas faire partie du problème. Non, certainement pas. Qu'est-ce qui est le plus urgent pour vous? Créer plus de ressources de toutes sortes sur le long continuum là, d'hébergement/logement adapté aux besoins des femmes. Non mixte, sécuritaire, 24 heures sur 24, ça vient avec du soutien. Donc, tu sais, il n'y a pas un one size fits all. Il y a des femmes et des hommes qui n'arriveront jamais à se maintenir en logement seuls. Ça prend des ressources avec du staff 24 heures sur 24. Donc, ça prend toutes ces ressources-là. Mais tu sais, là, c'est qu'on fait partie de la solution parce qu'on se met nous-mêmes à développer, parce qu'on se dit qui d'autre va le faire. Mais tu sais, chez nous, il faut aller lever 1 million de dollars année après année juste pour opérer la ressource, là. Fait que quand on parle de développer, il faut emprunter beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, puis c'est un avoir défi. l'énergie de Oui. développer alors qu'on est déjà débordé par les missions qui vous occupent, là. Oui, et que ce n'est pas une expertise, là, l'immobilier. Là. Tu sais, on a un bâtiment avec 26 chambres, donc oui, on a une certaine expertise. Ouais. Mais louer des logements, c'est une autre expertise. Donc, tu sais, ça, c'est la force du milieu communautaire. On est créative, inventive. La motivation, ça y est pour beaucoup. Là, tu sais, on veut faire la différence, donc on y va, on avance. Des fois, on avance un peu tout croche ou on ne sait pas trop comment il faut faire pour avancer, mais on continue d'avancer. Oui. Le Logifam, vous êtes, si j'ai bien compris, dans le processus de créer de nouveaux logements. Oui. Comment ça se passe? On est vraiment contente de pouvoir ajouter ce service parce qu'on trouve que ça complète le continuum. Donc là, mais en même temps, parfois, ça semble comme c'est tellement petit, 35 logements, c'est juste 35 ménages, mais tant mieux pour les 35 ménages. Oui, que mais c'est énorme. beaucoup d'énergie. Oui. C'est Oui, ça. oui, oui. Est-ce que vous avez l'impression de dépenser trop d'énergie pour justement juste 35 logements? C'est quand même... Ouais, ben je pense que comme parfois j'ai de la nostalgie pour être directrice générale de Logifam en 2011 quand c'était une maison d'hébergement, je connaissais toutes les femmes et là on est devenu beaucoup plus large. C'est complexe, on doit comprendre l'immobilier, les finances, la philanthropie, les ressources humaines, L'architecture. l'architecture. Donc, c'est vrai que c'est assez épuisant de voir... on appelle ça, je pense, une crise de croissance, qu'on voit l'organisme agrandir, ce qui est bien, mais en même temps, souvent, les financements sont pour les nouveaux projets, mais c'est pas toujours pour l'administration. Donc, on aura besoin d'une administration un peu plus complète pour gérer un organisme de notre grandeur. Donc, c'est un grand défi, je pense. C'est ça. Donc, pour offrir plus de services, il faut lever plus de fonds. Pour lever plus de fonds, il faut plus d'expertise. Donc, Ouais. c'est difficile. C'est un bon défi. Et on n'est pas dans le communautaire il y a 20 ans quand on avait le droit de faire de l'improvisation. Oui. Mais maintenant, il faut vraiment avoir des cadres, et respecter les protocoles, respecter les politiques. Donc, c'est quand même beaucoup de pression, je pense, pour des organismes de notre grandeur. Sarah, vous avez le gros défi là, de vous relocaliser cette année en raison de l'incendie. Est-ce que vous allez réintégrer le bâtiment original? Oui, dans 2 ans. OK. Donc, c'est un long processus de reconstruction. Oui. Donc, j'imagine que vos énergies sont essentiellement concentrées là-dessus. Oui, sur le processus de reconstruction. Vous n'êtes pas en développement d'autres ressources là, Pas cette pour le année moment, ou non. l'année prochaine? Non. Mais pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui est le plus urgent, je pense pour les maisons d'hébergement, je pense que c'est le financement récurrent des hébergements d'urgence. Comme mes collègues m'ont dit, je pense que on a besoin de plusieurs types de ressources. Puis si ça, c'était comblé, je pense qu'on pourrait peut-être se concentrer à développer puis à faire d'autres... Puis le financement récurrent, mais on parle généralement dans le milieu communautaire du PSOC, Ouais. c'est quoi Le PSOC? Le PSOC, c'est quoi Le programme de l'acronyme soutien aux organismes communautaires. Bon, c'est ça. Ça, c'est un financement récurrent. C'est jamais assez. Non.
Donc, ce que tu dis, c'est que si on avait un financement récurrent suffisant, donc un PSOC augmenté, ou vous pourriez concentrer vos énergies à Ailleurs. développer autre chose, Ouais. d'autres services qui sont nécessaires. Exact. Mhm. Ça fait que, si je comprends bien, on s'attend à ce que ce soit les organismes qui trouvent des solutions et non... si le système actuel comprendrait mieux l'itinérance, tous ces phénomènes-là, ben on ne serait pas là à le faire individuellement dans chaque ressource qu'on est. Ça serait un fait. Il y a itinérance parce qu'il y a quelque chose dans la société qui ne fonctionne pas, c'est tout. Là. Donc, ça prend des c'est pas- services. Ben oui, mais c'est pas la faute. C'est pas une faute individuelle, c'est une faute collective, là, ce problème d'itinérance-là. Puis là, vous prenez ça tout sur vos épaules. Ben Parce que voilà, personne nous, ne on fait. est en train de faire une ressource à 23, 24 femmes du milieu de vie comme on a actuellement. Fait que, parce que ça aussi, c'est urgent qu'il y en ait beaucoup plus de ressources d'urgence pour femmes. Parce que tout ça nous prouve, 7000 appels par année, ça nous prouve que ça n'a pas de sens. Ces femmes-là, ils tournent, là, tu sais. Puis récemment, la ministre de l'Habitation a dégagé des budgets pour faire ça, mais ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est oui, il y a des budgets pour faire ça, oui, on va avoir du financement pour des nouvelles ressources, mais encore faut-il prendre sur vous de les créer. Oui, mais à ce niveau-là, là, je pense que, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'expertise pour le faire. Après ça, c'est que ça... Vous préféreriez pas que ça soit pris en charge Non. par Non, des... non. par Non. je sais pas qui d'autre. On veut le faire nous-mêmes, Ouais. mais ça devrait pas être si compliqué. Ça devrait pas prendre 8 ans développer un projet de logement pour 35 femmes. Est-ce que vous pourriez avoir plus de soutien? Soutien logistique, j'entends. Par exemple, pour développer une ressource pour 35 femmes, Oui. Prenons cet exemple, est-ce que vous pourriez avoir un meilleur soutien, mettons, de l'Office de l'habitation ou pour vous dire, ben OK, on aurait tel bâtiment à Bien occuper, on vous fournit des architectes, on vous fournit des... Bien sûr. Tu sais, quand on se fait approcher avec des possibilités de développement, souvent, c'est d'autres groupes communautaires là, qui Ouais. nous approchent. C'est pas la Ville de Montréal qui m'approche avec « Voici, j'aurais un beau bâtiment, projet clé en main. un beau projet clé en main pour toi. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. On vous fournit pas des bâtisses Non. toutes rénovées, là. Ben, c'est super intéressant. J'envoie le message dans l'univers. France-Hélène Duranceau, si elle nous écoute, on entend bien vos messages, on comprend bien c'est quoi vos besoins. J'aurais des petites questions en rafale à vous poser. Je vous invite à piger dans la boîte à questions. Est-ce que je l'ouvre tout de suite? Oui, vas-y. Quelle est la chose que vous aimeriez qui soit mieux compris à propos de l'itinérance des femmes? Moi, je pense que j'aimerais que ça soit mieux compris que c'est pas des choses qui se règlent. Le traumatisme d'avoir été en état d'itinérance peut durer toute une vie ou d'avoir vécu une relation violente. Et donc, il faut pas avoir une vision que ça commence ici, ça finit là et c'est fait. C'est que c'est vraiment qu'il y a des personnes qui ont besoin de soutien et de services adaptés pendant très longtemps. Sarah, ta question? On parle souvent de tout ce que les organismes communautaires peuvent apporter aux femmes en situation d'itinérance, mais qu'est-ce que ces femmes vous apportent en tant que travailleuses du communautaire? Moi, je pense qu'on apprend d'elles. C'est des êtres humains. Puis dans nos interactions, elles ont quelque chose à nous apporter, une histoire, je sais pas, une métaphore de vie, ou juste des trucs pratiques du quotidien. En tout cas, juste pour vous donner un exemple, là, comment savoir qu'un avocat est prêt? Je l'ai appris d'une femme en lui servant son déjeuner. Donc, ces moments-là, je trouve que c'est fantastique, c'est formidable. Mélanie, ta question? On entend souvent que les ressources pour femmes en situation d'itinérance et de grande vulnérabilité sont trop confortables et contribuent à maintenir les femmes en situation d'itinérance. Que répondez-vous à cela? Hey, si seulement on savait, là, il y a tellement rien de confortable à se retrouver dans une situation comme celle-là, à ne pas savoir où tu peux aller te poser, à ne pas savoir si tu vas manger à ta faim, à ne pas savoir où tu peux aller à la salle de bain. Je veux dire, il n'y a rien de confortable.
Chez nous, on se dit tout le temps qu'on veut offrir aux femmes ce qu'on voudrait s'offrir à soi-même en termes d'hygiène. Tu sais, la maison est propre, ça sent bon, la qualité de la nourriture, la qualité des services. Puis on oublie trop souvent à quel point cohabiter avec 25 autres femmes, c'est difficile. Vous avez déjà tous été en colocation. Bien là, imaginez être en colocation avec 25 femmes qui sont anxieuses, qui ont vécu des violences, qui ont des enjeux de santé mentale. C'est difficile. Il n'y a rien de confortable si on peut leur offrir un répit en préservant leur dignité. Franchement, chapeau. C'est le minimum. Ouais. Mélanie 2. C'est quoi? C'est intéressant. Les femmes vivent seulement de l'itinérance situationnelle, pas de l'itinérance chronique. Est-ce vrai? Ben non. C'est Ben pas non, on a vrai. parlé du phénomène des portes tournantes. On voit que les femmes, comme Sally disait, ça prend des années à s'en sortir des fois. C'est comme si une situation... c'est ça. En fait, les femmes vivent de l'itinérance chronique parce qu'elles font le tour, comme on dit là, des ressources. Puis c'est pas genré, ça, femme ou homme. Là. Si t'es en détresse puis ça t'amène dans une situation difficile... On dit, j'ai entendu, je sais pas si c'est un savoir fondé, qu'on est toujours à 2 événements d'être en situation d'itinérance. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Est-ce que c'est une réalité? Je pense que ça peut être vrai, mais qu'il y en a pour qui t'es plus proche que d'autres, là. On vient pas des mêmes milieux, on n'a pas les mêmes réseaux de support, on n'a pas les mêmes outils, bagages, traumas, etc. Donc, c'est un peu Ça banalise simpliste. un peu, C'est un peu ça simpliste. banalise un peu la Ouais. réalité des femmes. en Ben, ça situation dit, d'itinérance. le bon côté de cet adage-là, c'est que ça dit que ça peut t'arriver à toi aussi. À partir du moment où tu considères que ça peut t'arriver à toi, je pense que tu regagnes de l'empathie puis de la sympathie. Ça devrait pas être nécessaire d'avoir un adage comme celui-là. Ça devrait pas être nécessaire, Faut mais s'inquiéter ça des l'est souvent. femmes. Je pense que c'est un peu aléatoire comme chiffre. Ça Ouais. pourrait être 2, 3, 5 événements, mais tu sais, c'est l'image de dire que c'est vrai que, tu sais, pour toi, tu peux vivre 2 événements très, très difficiles, mais ça ne t'amènera pas en situation d'itinérance. Tu as un filet de sécurité. Il y a plein d'affaires, là. On a beaucoup parlé, de vos défis, de vos difficultés dans vos milieux respectifs. J'aimerais ça qu'on parle de la part de beau qu'il y a dans votre travail. Qu'est-ce qui vous amène à vous lever le matin avec le sourire? Hein, Sally? Mais je pense qu'il y a plein de choses. C'est sûr que la résilience des femmes, de voir les femmes surmonter des obstacles dans leur vie, mais c'est beaucoup aussi l'équipe. Je pense que nous, à Logifemme, on a des intervenantes qui sont là depuis 10 ans, 12 ans et qui restent vraiment motivées. Et je pense que c'est là qui me touche beaucoup de voir les intervenantes qui vont passer des heures à trouver des solutions pour les femmes. Et je pense que c'est vraiment quand, en tant que direction, on est plus dans la paperasse parfois, c'est de voir le travail des intervenantes, c'est vraiment motivant. Sur le terrain. Sarah? Moi, je dirais c'est le fait de faire les choses différemment. Ça va être un petit peu quétaine, là, mais on est un petit peu le changement qu'on veut voir dans le monde à petite échelle. Puis ça, c'est hyper beau à voir. On a une équipe de travailleuses incroyable. Puis même au sein de nos équipes de travail, on a cette philosophie de vie de faire attention à l'autre comme on fait attention aux femmes, mettons. Donc, Vous évoluez dans des milieux féministes, forcément. Ouais. J'imagine que ça rend tout ça, ça rend vos vies significatives aussi. Mélanie, des maisons Mais d'encre. oui, vous avez dit bien des belles choses. Moi, je trouve ça, j'ai le mot lumineux quand je pense à moi qui m'en va travailler. Ben c'est ça, c'est du travail de communication puis d'essayer de comprendre les choses. Puis c'est un travail très, très humain qui prend beaucoup de sens dans ma vie. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que notre travail prend tout son sens, tu sais. Il fait sens, même si on vit beaucoup d'impuissance, ça continue de faire sens. Ce sont des services essentiels, donc, tu sais, il faut faire attention de ne pas se sentir indispensable, sinon on porte tout sur nos épaules, puis là, le risque d'épuisement est vraiment grand. Mais sinon, c'est aussi la solidarité au sein de l'équipe, mais entre les femmes. C'est beau de voir que quand tu n'as rien, ou à peu près rien,
t'es prête quand même à partager tout ce que tu as avec les autres, c'est des belles leçons d'humilité. Oui. Mais merci beaucoup à vous toutes. Merci pour ce que vous faites, puis merci pour votre généreux partage avec moi aujourd'hui. Merci.